Papa a dit, on saute les vacances cette année. Budget serré. J'ai hoché la tête, essayant de paraître compréhensif, bien qu'un petit nœud de déception se soit formé dans mon estomac. Une semaine plus tard, la curiosité a pris le dessus, et j'ai ouvert Facebook. Et là, ils étaient, mes parents et mes frères et sœurs, souriant sous la tour Eiffel, le soleil reflétant sur leurs lunettes de soleil, des tasses de café à la main, leur rire figé dans des photos. 132 photos. Chaque image était un petit coup de poignard auquel je n'étais pas prêt. Je suis resté silencieux, mes pouces hésitants sur l'écran. Puis mon téléphone a vibré. Le nom de maman est apparu. Le message était bref mais clair, peux-tu transférer $2800 pour les billets? Mes mains se sont figées. $2800? J'ai fixé les chiffres, puis les photos à nouveau, incrédule, mêlées à une douleur sourde. J'ai tapé lentement, nous planifions les vacances en famille depuis des mois. Paris. La destination de rêve de maman. Apparemment, c'était devenu la destination de tout le monde sauf la mienne. Ça n'avait pas commencé comme ça. Au début, c'était innocent, même joyeux. Des groupes de discussion remplis d'émojis colorés, des tableaux Pinterest garnis d'images d'hôtels, des listes de restaurants à essayer. J'avais participé à toutes les discussions. Je traquais les soldes pour les bagages d'Emily, comparais les compagnies aériennes pour Ryan, vérifiais les dates d'expiration des passeports. Je n'étais pas seulement présent, j'étais profondément investi. J'étais fier de l'organisation, impatient du compte à rebours, inconscient que, derrière mon dos, les bases de mon exclusion étaient déjà posées. La maison n'avait laissé aucun indice de trahison. Pas de dispute, pas de silence glacial, pas de regard gêné. En fait, juste une semaine plus tôt, nous étions allés faire du shopping pour les tenues de vacances. Maman avait essayé une paire de sandales compensées absurdes qu'elle prétendait ne porter qu'en Europe, les brandissant comme un trophée. J'étais là, à rire, à suggérer quelles lunettes de soleil la rendaient chic, à prendre quelques photos. Tout semblait normal, chaleureux, ordinaire. Puis est venu le dimanche matin. La cuisine sentait le toast et le café fort. Papa était appuyé contre le comptoir, détendu, comme s'il commentait le temps plutôt que d'écraser des mois d'anticipation. Pas le bon moment pour dépenser des milliers pour des vacances, dit-il. Ryan commençait l'université, la voiture d'Emily avait besoin de réparation, les factures s'accumulaient. Peut-être un voyage local à la place. J'ai avalé ma déception, hoché la tête et murmuré, d'accord. Je comprenais, je travaillais à temps partiel, étudiais le soir, contribuais où je pouvais. Me plaindre n'était pas une option. Une semaine passa. La vie continuait. Le travail exigeait plus d'heures, les devoirs s'accumulaient. J'essayais de mettre ça de côté, me convainquant que ce n'était qu'un autre obstacle, que Paris devrait attendre. Mais chaque fois que je faisais défiler mon fil, chaque fois qu'une notification apparaissait, les rires, les monuments, les sourires insouciants, la réalité d'être délibérément exclu, piquait quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement des vacances annulées. C'était un rappel subtil que, d'une certaine manière, j'avais déjà été effacé de l'histoire que nous avions tous planifiée ensemble. J'étais plongé dans mes devoirs, les cahiers éparpillés sur la petite table dans mon coin de la librairie, surlignant des passages et griffonnant des notes. Les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient doucement, se mêlant au murmure des clients parcourant les rayons. C'était juste un mardi ordinaire lorsque j'ai décidé d'ouvrir Facebook pendant ma courte pause. Je me suis appuyé sur la chaise branlante à l'arrière, sirotant un café tiède, faisant défiler l'écran distraitement. Et puis, ça m'a frappé. Emily. Au premier plan, souriante sous la structure en fer de la tour Eiffel, un béret rouge posé de manière absurde sur sa tête, celui-là même qu'elle jurait ne jamais porter. Sa légende, joyeuse et insouciante, disait « Bonjour de Paris », accompagnée d'un petit émoji baiser. Ma poitrine se serra, ma respiration se bloqua. Je cliquai sur Actualiser, espérant que ce soit une vieille publication, un souvenir recyclé par l'algorithme. Mais non. La photo suivante apparut presque immédiatement. Maman, tenant un cappuccino, ses sandales compensées brillant au soleil, visiblement fière de sa déclaration de mode européenne. Petit déjeuner sur la rive gauche, écrivait-elle. Puis les vannes s'ouvrirent.
Papa souriant devant le Louvre, Ryan se penchant maladroitement pour discuter avec une Française dans un café en terrasse, tous posant en photo de groupe capturant tous les clichés de la vie parisienne, croissant, verre de vin, baguettes empilées avec art, petit café niché entre des bâtiments centenaires. Il y en avait même une des 4 recréant une scène de Emily in Paris, avec des poses exagérées et des rires figés en pixels. Je comptais. 132 photos. 132 images documentant méticuleusement un voyage dont j'avais été exclu. Aucun indice, aucun avertissement, même pas une excuse fragile. Ils étaient partis, traversant océans et frontières, comme si j'étais invisible, comme si ma présence avait été optionnelle. Je restais dans cette petite arrière-salle, fixant l'écran pendant plus d'1 heure. Mon esprit tournait, essayant de déterminer quand le plan avait été élaboré. Qui avait suggéré de m'exclure ? En avait-il parlé à voix basse dans le salon de l'aéroport, ou avait-il ri autour d'un café en montant dans l'avion ? Je m'imaginais Emily choisissant les collations que j'avais aidé à sélectionner, Ryan vérifiant son passeport, papa confirmant les hôtels, tous les détails auxquels j'avais participé, désormais insignifiants pour eux. Je ne pris pas mon téléphone. Je n'envoyais pas de message, ne laissais pas de message vocal. Je rentrais chez moi comme dans un rêve, les rues de la ville me semblant étrangères et disproportionnées, et me cloîtrais dans ma chambre. Je ne pouvais pas pleurer, l'absurdité de la situation était écrasante, trop vaste pour être digérée. Le temps passa dans le silence, ponctué seulement par un klaxon lointain ou le léger bruissement du vent à l'extérieur de ma fenêtre. Puis, exactement à 21h42, la réalité me frappa avec une cruauté insensée. Mon téléphone vibra. J'ouvris le message et me figeai. C'était maman, peux-tu transférer $2800 pour les billets ? On te remboursera à notre retour. Je t'aime. Les mots me fixaient comme une accusation. Je t'aime ? Je m'assis au bord de mon lit, tremblant, serrant le téléphone comme si cela pouvait annuler ce qui avait déjà été fait. Paris. La Tour Eiffel. Les croissants. Ils étaient tous partis sans moi, et maintenant ils s'attendaient à ce que je finance leur aventure après coup. Chaque rire, chaque photo, chaque pas dans ces rues pavées m'avait exclu et pourtant, à la fin, on s'attendait à ce que je remette des milliers de dollars. Ce fut l'instant où tout changea. Jusqu'alors, j'avais flotté dans la journée, engourdi, pesé par un étrange vide plutôt que par la colère ou la stratégie. La douleur dans ma poitrine était sourde, presque comme un bruit de fond auquel je m'étais habitué. Puis ce message arriva, clignotant sur l'écran, me ramenant à la réalité. Je tapai ma réponse sans hésitation, bien sûr. Ensuite, j'ouvris mon application bancaire. Chaque transaction me semblait délibérée, une rébellion silencieuse sous couvert de minimalisme. Je ne transférai qu'un seul dollar, ajoutant une brève note, bon voyage. Aucune réponse ne suivit, pas un seul signe d'accusation ou de remords. Juste le silence. Et je ne m'attendais à rien d'autre. Je comprenais déjà les personnes avec qui je traitais, ce comportement correspondait parfaitement à leur schéma. Le lendemain matin apporta une nouvelle vague d'agacement. Mon téléphone vibra avec un message de Ryan, « Tu n'as pas envoyé l'argent, n'est-ce pas ?» Je l'ignorai, le laissant non lu. Quelques secondes plus tard, une autre alerte apparut, « Sérieusement, maman panique. Envoie juste l'argent, on te remboursera la semaine prochaine. » Je coupai complètement mon appareil. Qu'ils ruminent leur panique. À ce moment-là, je n'étais plus choquée. J'avais entrevu l'hôtel qu'ils occupaient à travers une combinaison de tags, de check-ins et de publications sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas modeste. Des dorures ornaient les portes du hall, de petits chocolats artisanaux attendaient sur des lits parfaitement faits, et les ascenseurs en verre scintillaient, parfumés d'une fragrance probablement plus chère que mon loyer. Chaque image respirait le luxe, l'opulence et l'excès. Et maintenant, après m'avoir délibérément exclu, ils s'attendaient à ce que je finance leur escapade extravagante. Pendant ce temps, je restais attaché à la maison, vivant encore techniquement sous le même toit que ceux qui avaient choisi de m'effacer de leur plan. Chaque craquement des planchers, chaque rire lointain provenant du salon, me rappelait ma présence et mon absence simultanée. Mon propre espace était devenu à la fois sanctuaire et cellule, un lieu où la réalité de la trahison pesait lourdement, sans personne à confronter, sans explication à exiger.
Je me servis une tasse de café, dont l'arôme amer me parvint à peine, et m'installai dans le silence de ma chambre. Les pensées tourbillonnaient, calculs, questions, imaginaires de ce qu'il faisait à cet instant même, marchant le long de la Seine, sirotant un espresso, faisant semblant que le monde était exactement comme il le voulait. Et moi, j'étais encore partie de l'équation, au moins financièrement, mais totalement absent de l'expérience. L'audace, le sentiment de droit, la cruauté désinvolte de tout cela commençait à se cristalliser. Ce n'était pas seulement des vacances qu'ils avaient volées, c'était le contrôle, le privilège et le mépris concentrés dans une carte postale parisienne étincelante. Alors, quand ils revinrent enfin, je savais que je devrais les affronter directement. Cette pensée me nouait l'estomac, mais je me fis violence. Il n'y aurait aucune culpabilité de ma part, aucune prétence que tout cela était acceptable, et absolument aucune chance que je transfère près de $3000 pour financer l'indulgence de quelqu'un d'autre. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la rapidité avec laquelle leur aventure parisienne soigneusement orchestrée commença à se déliter. Le flot de publications sur les réseaux sociaux s'arrêta presque du jour au lendemain. Un matin, mon fil était rempli de croissants, de macarons colorés et de selfies encadrés par des vitraux dorés. Le lendemain, c'était le silence mortel. Pas de photos, pas de check INS, pas de légendes excessivement joyeuses garnies de cœurs et d'avions. Comme si le voyage s'était évaporé dans l'air. Puis mon téléphone sonna. Un numéro inconnu clignotait, insistant. Je laissai sonner, l'ignorant. Quand je vérifiai enfin la messagerie vocale, c'était maman. Sa voix était basse, fatiguée, presque méfiante. Elle n'expliqua rien, ne s'excusa pas, ne reconnut même pas l'absurdité de la situation. Elle dit simplement quelque chose à propos de devoir parler de l'argent et me demanda de rappeler. C'était tout. Rien d'autre. L'assomption persistait, forte et lourde, je devais d'une manière ou d'une autre réparer leurs problèmes, comme si j'étais obligée de les sauver des conséquences de leur choix. Je ne répondis pas. À la place, je m'assis à mon bureau et commençai à reconstituer ce qui avait probablement eu lieu. Les frais d'hôtel, les repas extravagants, les innombrables souvenirs, tout ce qu'ils avaient dépensé, avait sûrement atteint un mur. Peut-être que la carte de crédit avait été refusée, ou que la banque avait signalé des dépenses inhabituelles. Peut-être n'avaient-ils pas prévu les frais cachés, les taux de change, ou les taxes touristiques exorbitantes. Quelle qu'en soit la cause, la réalité avait enfin rattrapé leurs fantasmes. Je m'imaginais la scène, maman au comptoir du concierge, ses sandales compensées légèrement éraflées, essayant de séduire pour résoudre un problème inattendu. Papa probablement marmonnant entre ses dents, faisant les 100 pas, serrant des reçus et des confirmations de réservation. Émilie et Ryan, également mortifiés, réalisant en silence que leurs photos de vacances soigneusement mises en scène n'effaceraient pas les conséquences de leurs dépenses excessives et de leur mauvaise planification. Et moi, calme, observant depuis la ligne de côté, non seulement exclu mais soudainement dans une position de pouvoir tranquille. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison, un sentiment de clarté s'installa. Je n'étais plus un simple spectateur. Je n'étais pas impuissant, et je n'allais pas être traité comme un compte bancaire invisible pour réparer leur désordre. Peut-être que cela se passa à l'hôtel, peut-être lors d'un de leurs dîners extravagants, ou peut-être que quelqu'un tenta de réserver un train pour Versailles et que le paiement échoua. Quel que soit l'instant exact, la réalité était indiscutable, ils avaient parié sur moi pour couvrir leurs dépenses, et ils avaient perdu. Je me laissai aller dans mon fauteuil et laissai la pensée s'installer. Ils étaient adultes. Ils avaient choisi de partir dans cette aventure sans moi. S'ils voulaient affronter les conséquences de leur imprudence, cela ne dépendait que d'eux. Puis vint un rebondissement inattendu. Dimanche après-midi, après avoir terminé mon service, je franchis la porte d'entrée et me figeai. Rick, l'un des plus vieux amis de papa, était assis à la table de la cuisine, les mains posées soigneusement devant lui. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il avait l'air mal à l'aise, bien plus que le simple embarras poli qui accompagne habituellement une visite. C'était le genre de tension qui criait « Je suis mêlé à quelque chose que je ne devrais pas ». Il se racla la gorge et expliqua, presque avec des excuses, que papa lui avait emprunté $300 quelques semaines auparavant. Je ne dis rien, je le regardais simplement, l'air entre nous chargé d'implications silencieuses. Rick se déplaça sur sa chaise,
les yeux glissant vers moi, et poursuivit, papa s'attendait à ce que je contribue au remboursement du prêt une fois leur voyage à Paris terminé. La réalisation me frappa comme un coup de poing. Ils avaient tout planifié. Les vols, les hôtels, les excursions extravagantes, ils n'avaient simplement pas les fonds pour tout couvrir eux-mêmes. Et au lieu de réduire leurs dépenses, de reporter le voyage ou même de m'inclure dans ce qu'ils avaient initialement prévu, ils me traitaient comme un distributeur automatique invisible, une source de financement de dernière minute. Rick resta quelques minutes de plus, expliquant qu'il reviendrait dans une semaine pour voir comment se passait le remboursement. Il demeurait courtois, mais je pouvais sentir la tension qui émanait de lui, cette subtile conscience que quelque chose dans cette situation ne collait pas. Une fois parti, la maison sembla étrangement vide, comme si sa visite avait tracé une ligne à travers le chaos et révélé l'absurdité sous-jacente. Cette nuit-là, Émilie rentra la première. J'entendis ses pas résonner dans le couloir avant qu'elle n'apparaisse dans l'encadrement de la porte, les joues rouges par le froid de la soirée. Elle portait un petit sac fourre-tout contenant les restes d'une course au supermarché, complètement inconsciente, ou peut-être délibérément ignorante, de la tempête qui avait silencieusement éclaté pendant qu'elle déambulait dans les rues européennes. Je l'observai un instant, étudiant l'inclinaison familière de sa tête, le haussement d'épaule habituel quand elle faisait semblant de ne pas remarquer la tension, et je réalisai à quel point nos réalités étaient profondément déconnectées. Elle n'était pas censée être de retour si tôt. Aucun d'eux ne l'était. Je remarquai d'abord sa valise, à moitié ouverte au milieu du couloir, les sangles pendantes négligemment. Une traînée de sacs de course la suivait, ainsi qu'une paire de talons abandonnés près de la porte et une boîte de macarons à moitié mangés laissés sur le comptoir. L'odeur de chocolat et d'amandes flottait légèrement dans l'air, un petit rappel moqueur du voyage dont j'avais été exclu. Elle ne me salua pas. Aucun bonjour, aucune reconnaissance de mon existence, juste une démarche décontractée droit vers ma chambre, comme si le monde n'avait pas changé pendant qu'ils étaient à des milliers de kilomètres. Je me figeai, laissant mes mains planer au-dessus du bord de mon bureau. Alors voilà, dis-je, la voix calme mais tranchante. Tu vas juste rester mesquine à ce sujet ? Ses yeux se levèrent brièvement, un roulement d'yeux impatient accompagné d'un soupir. Ce n'était pas mon idée. Ryan dit que tu as été distant et bizarre ces derniers temps, répondit-elle, presque paresseusement, comme si c'était répété. Que tu rendrais tout gênant. Maman ne voulait pas de drame, et honnêtement, on ne pensait pas que tu t'en soucierais autant. Je ne pus m'en empêcher, je ris. Un rire profond, incrédule, qui fit tomber la tension un instant mais qui l'énerva probablement encore plus. Vous ne pensiez pas que ça me ferait de la peine ? Que toute ma famille m'ignore, traverse le monde et s'attende ensuite à ce que je paie les dépenses ? Elle ne répondit pas. À la place, elle s'affala sur mon lit, sortit son téléphone et commença à tapoter furieusement sur l'écran, faisant défiler, envoyant des textos, entièrement absorbée par son petit monde numérique, complètement indifférente à moi ou à la réalité de ce qui s'était passé. Puis, presque à voix basse, elle murmura, « On pensait que tu comprendrais. » Comprendre quoi exactement ? Que j'avais été exclue du voyage de ma propre famille ? Que mon frère avait murmuré derrière mon dos que j'avais ruiné l'ambiance ? Que personne ne m'avait donné la chance de m'exprimer avant de décider de m'effacer complètement ? Je l'observai quelques secondes, la poitrine serrée, la colère montant comme de la lave derrière mes côtes. Elle ne soutint pas mon regard. Elle ne dit plus un mot. Sans prévenir, elle se leva, laissant son téléphone et ses sacs éparpillés comme si elle venait de passer, et sortit de ma chambre comme si rien ne s'était passé, comme si tout le voyage, les mensonges et la trahison lui étaient invisibles. Je restai assis, le silence pesant sur moi. L'odeur des macarons flottait faiblement, mêlée au léger bourdonnement de la ville dehors, et je compris que je n'étais pas seulement en colère. J'étais abasourdi. Choqué que des personnes que j'aimais, ou du moins en qui je pensais pouvoir avoir confiance, puissent agir avec autant de désinvolture, de froideur, et s'attendre encore à ce que je me comporte normalement. Je pensais que ce serait la fin, qu'il resterait discret un moment, peut-être enverrait un message hésitant pour demander de l'argent, ou agirait simplement comme si tout cela avait disparu. Mais je me trompais. Complètement. Le lendemain soir, mon téléphone vibra avec un message qui me fit l'estomac se nouer et le cœur s'emballer. « Peux-tu rentrer tôt demain ? » Pourquoi faire ? Tapai-je en retour. Aucune réponse.
Je n'entendis rien d'autre cette nuit-là, mais le lendemain après-midi tout devint clair. Il n'avait pas fini avec moi. Je franchis la porte d'entrée, les clés tintant dans ma main, et remarquai immédiatement le silence. Ce genre d'immobilité qui s'accroche à une pièce quand la tension est lourde, ce qui fait frissonner la peau. L'air sentait faiblement le café restant et la poussière du soleil matinal à travers les stores, ajoutant à ce calme inquiétant. Je me figeai dans l'encadrement du salon. Ils étaient tous réunis, maman, papa, Emily et Ryan. Pas affalés sur les meubles, pas distraits par leurs appareils, pas en train de plaisanter ou de parler à voix basse. Ils étaient assis rigidement, alignés presque comme un jury attendant une performance. Tous les regards se posèrent sur moi, fixes, attentifs. La pièce semblait plus petite, les murs se resserrant comme pour contenir leur attente collective. Je ne bougeais pas. Je ne parlais pas. Papa fit enfin un geste vers le canapé. « Assieds-toi » dit-il, la voix calme, mais portant un poids que je ne pouvais ignorer. Je restai à ma place, cloué sur place. Maman se racla la gorge, un son doux et maîtrisé trahissant sa tentative de douceur. Mais cela n'adoucit pas les mots qui suivirent. Pendant notre absence, nous avons remarqué quelque chose d'étrange, commença-t-elle. L'argent d'urgence que nous gardons dans le coffre, il a disparu. 2000 $. Je clignai des yeux, les chiffres suspendus dans l'air comme des stalactites tranchantes. Mon esprit s'emballa. Avant même que je puisse formuler une réponse, Emily se pencha en avant, le visage décontracté, presque répété, et dit sans hésitation, « On pense que c'est toi qui l'as pris. » Le temps sembla s'étirer. Le léger bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale, le bruit lointain d'une voiture dehors, tout amplifiait l'absurdité de l'accusation. Je restai immobile, un mélange d'incrédulité et de colère bouillant à l'intérieur de moi. La pièce semblait plus froide, comme si les murs eux-mêmes s'étaient retournés contre moi. Leurs expressions étaient illisibles, étrange combinaison d'attente et d'accusation, et à ce moment-là, je compris quelque chose de terrifiant, ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de contrôle, de manipulation, de l'illusion que je pourrais être forcé ou intimidé à me plier à leurs exigences. Tous mes instincts me hurlaient de parler, de me défendre, de refuser d'être piégé par leurs mensonges, mais je restais silencieux, laissant le poids du moment s'installer. Je les observais, scrutant chaque tic, chaque clignement, chaque subtil mouvement, et commençais silencieusement à tout cataloguer. Cette confrontation n'était pas qu'une simple demande. C'était une tentative de me faire douter de moi-même, et je ne leur offrirais pas cette satisfaction. Elle ne broncha pas. Son regard rencontra le mien, direct et inébranlable, du genre qui trahit des heures de répétition devant un miroir. C'était maîtrisé, poli, et totalement dépourvu de doute. Ryan, en revanche, s'affaissa légèrement dans sa chaise, bras croisés sur la poitrine, affichant une indifférence feinte. Mais je n'avais pas besoin d'un deuxième regard. La ligne tendue de sa mâchoire et l'éclat dans ses yeux le trahissaient. Il savait exactement comment cette scène allait se dérouler. Je les passai tous en revue, observant leur position, la tension subtile émanant de chaque corps, et enfin parler, la voix stable malgré la colère qui bouillonnait sous la surface. « Vous pensez que c'est moi qui l'ai pris ?» Papa se pencha en avant, épaules tendues, tentant de couvrir le soupçon par la rationalité. « Seules quelques personnes connaissent le code, dit-il, ton mesuré, précis. Tu étais le seul à la maison. Nous avons demandé à tout le monde. » « Et vous avez demandé à tout le monde ?» répétai-je, incrédule. Ryan acquiesça brièvement. Personne d'autre n'avait la moindre raison ni l'occasion de toucher au coffre. Le poids de leur accusation s'abattait sur moi, épais et suffocant. C'était surréaliste, comme s'ils avaient décidé collectivement de réécrire la semaine passée, inventant un récit me présentant comme le coupable avant même que je parle. Leur choix imprudent, leurs vacances secrètes, la demande de mon argent, tout cela s'inscrivait désormais dans une histoire où j'étais coupable dès le départ. Je sentis ma poitrine se serrer. Alors, laissez-moi comprendre, vous avez organisé un voyage sans m'inviter, vous l'avez caché, tenté de me forcer à le financer, et maintenant, dans vos esprits, c'est moi qui aurais forcé un coffre et volé 2000 $? Emily croisa une jambe sur l'autre, s'appuyant en arrière avec une attitude décontractée, presque arrogante. Ce n'est pas si fou,
dit-elle d'une voix trompeusement douce. Tu étais énervé. Tu t'es probablement senti exclu. Peut-être pensais-tu que tu méritais d'en récupérer une partie. Voilà le récit qu'ils avaient répété. Je compris que je n'avais même pas besoin de me défendre. La raison, les faits ou les preuves n'avaient aucune importance. Ils ne cherchaient pas la vérité, ils voulaient un bouc émissaire. Ils voulaient présenter tout le fiasco de manière à rester des victimes innocentes, et moi, l'irrationnel en colère réagissant à leurs erreurs. Je redressai ma posture, laissant ma voix porter, nette et sans compromis. Je n'ai pas touché à votre argent. Et si vous pensez que je vais rester là à me faire accuser de vol juste parce que vos dépenses imprudentes vous rattrapent, vous êtes fou. Maman parla alors, d'un ton étrangement calme, maîtrisé dans sa sérénité. Cet argent était pour les urgences, dit-elle, comme si répéter un mantra pouvait le faire entrer dans ma tête, espérant que cela surpasserait la réalité. Il m'avait manipulé, exclu et maintenant me rendait responsable. Je sentis la pièce se refermer, l'air dense de reproche et d'attente, et pourtant une étrange clarté commença à naître en moi. Il ne s'agissait plus d'argent. C'était une question de contrôle, de tromperie, et de l'audace de personnes en qui j'avais autrefois eu confiance, essayant de me manipuler pour leur confort. Et à ce moment-là, je compris quelque chose de vital, je ne serais pas leur pion. Je ne jouerais pas le rôle qu'ils voulaient m'imposer. Alors peut-être ne devrais-tu pas traiter une réserve d'urgence comme une carte de crédit personnelle pour des dégustations de vin à travers l'Europe. Je pivotai sur mes talons et quittai la pièce avant que quiconque puisse prononcer un mot, chaque pas montant les escaliers résonnant comme un tambour de défi. Ma porte claqua avec un craquement sec, répercuté sur les murs. Je tournai le verrou, le clic métallique sonnant trop satisfaisant, m'isolant de leurs accusations, de leurs regards, de leurs mensonges. Pour le reste de la soirée, j'ignorais les coups à la porte, les textos persistants, les voix atténuées appelant à travers la maison. Je me concentrais sur le bourdonnement sourd du ventilateur au plafond et le faible scintillement de la lampe de bureau, laissant le silence m'absorber. Mais le chaos refusa de rester contenu. Le lendemain soir, le téléphone sonna. Tante Leslie. La sœur de maman. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, depuis le dernier dîner de vacances gênant où elle avait fait semblant que tout allait bien. Sa voix semblait légère au début, chaleureuse et familière, portant le rythme d'une conversation banale, des questions sur le travail, l'école, le temps. Puis, presque en passant, elle demanda si tout allait bien à la maison. J'hésitai avant de répondre. Oui. Tout va bien, dis-je, gardant un ton mesuré et calme. Il y eut une brève pause, un léger souffle à travers le combiné. Puis elle parla à nouveau, presque comme si elle abaissait la voix pour chuchoter. Émilie a dit que tu es allée à Paris en secret. Il y a eu des drames, et tu es revenue plus tôt. C'est vrai? Je m'assis lentement sur le bord du lit, laissant les mots tomber sur moi comme de l'eau froide sur la peau. Quoi? C'est ce qu'elle a dit, continua Leslie. Apparemment, il y a eu une grosse dispute à propos de l'argent, et tu aurais pris quelque chose à la maison avant de partir. Elle rit doucement, un son nerveux et indifférent, comme si elle se contentait de relayer un potin plutôt que de rapporter un mensonge scandaleux. Je lui ai dit que ça ne te ressemblait pas, mais j'ai pensé qu'il valait mieux demander. Je fixai le mur, essayant de digérer l'absurdité. Émilie tissait désormais une histoire pour la famille élargie, affirmant que j'avais voyagé avec eux, provoqué des conflits, pris des affaires et été de retour en douce. Elle ne se contentait pas de me blâmer en privé, elle réécrivait l'histoire, semant des mensonges comme des miettes à travers l'arbre généalogique. C'était fou. Totalement délirant. Et pourtant, je restais silencieux. Je refusais de contre-attaquer avec ma propre version, de m'engager dans un échange d'accusations. Je n'allais pas troquer la vérité contre du théâtre. Je décidai plutôt d'observer calmement, de les laisser creuser le trou qu'ils s'étaient eux-mêmes préparé. Finalement, la structure s'effondrerait, et je serais en sécurité, observant les retombées depuis un point de vue sûr. Ce que je ne réalisais pas à ce moment-là, c'est que la rétribution ne viendrait pas de moi. Je ne serais pas celui qui tiendrait le miroir face à leur tromperie. Le dénouement viendrait d'une source inattendue. Et cette source serait maman.
Vendredi soir, je rentrai et fus immédiatement frappé par l'odeur chaude et réconfortante du poulet rôti mêlé à l'arôme terreux du pain frais encore fumant sorti du four. La table avait été disposée avec soin, les serviettes pliées en petits triangles nets, leurs bords impeccables. Les plus beaux verres à vin de maman scintillaient sous la lumière douce de la cuisine, le chemin de table délicat parfaitement tendu au centre, celui qu'elle réservait habituellement aux occasions spéciales, aux gens importants. Sauf qu'aujourd'hui, pas d'amis, pas de famille élargie, pas de voisins. Juste nous. Juste les personnes qui m'avaient effacé de leur aventure européenne. Juste moi, l'ombre invisible qu'ils avaient oubliée dans toutes leurs photos de vacances brillantes. Je m'installai dans ma chaise sans un mot, le bois grinçant doucement sous mon poids. Ryan sirotait un soda, la condensation tombant sur le dessous de verre. Émilie, comme toujours, arborait cette expression suffisant, comme si elle avait capturé la confiance et l'avait vaporisée sur ses épaules comme un parfum. Papa, lui, était étrangement silencieux, poussant distraitement des petits pois sur son assiette, perdu dans ses pensées, ou essayant peut-être d'évaluer ma réaction. Personne ne mentionna Paris. Personne ne parla de l'argent disparu. Les seuls sons étaient le tintement léger des couverts et le grincement occasionnel d'une chaise, comme si faire semblant que tout était normal pouvait effacer les semaines de tromperie et de manipulation. Puis la voix de maman perça le silence, claire et délibérée, mais calme d'une manière presque terrifiante. « Betty, je sais que tu n'as pas pris l'argent. » Le temps sembla s'étirer un instant. Émilie se figea à mi-bouchée, sa fourchette suspendue comme une accusation. Le gobelet de Ryan flottait à mi-air, la condensation perlait sur ses doigts. Je restai immobile, laissant les mots s'imprégner, mon esprit tentant d'absorber le choc. Les yeux de maman rencontrèrent les miens, stables et inébranlables. J'ai vérifié les logs du coffre, continua-t-elle, d'un ton égal, presque répété. La serrure numérique enregistre chaque ouverture. Le coffre a été ouvert 2 fois pendant notre absence, une fois la veille de ton départ, Émilie, et une fois juste après ton enregistrement à l'hôtel, Ryan. Aucune de ces occasions ne correspond à ce que tu aurais pu faire, Betty. Sa révélation frappa plus fort que n'importe quelle accusation. Je ne répondis pas immédiatement. Je me contentai de la regarder, absorbant l'autorité calme dont elle faisait preuve, la manière dont elle démontait leur histoire fabriquée sans hausser la voix, sans accuser. La pièce, qui avait semblé lourde de tension et de menaces silencieuses, sembla se détendre légèrement. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis une lueur de justification, discrète mais indéniable. La vérité remontait enfin à la surface, et ce n'était pas mon histoire qu'elle contestait, c'était la leur. Et je restais là, immobile, laissant faire, observant les fissures subtiles apparaître dans la façade qu'ils avaient si soigneusement construite. Émilie jeta un coup d'œil à Ryan, puis à papa, un sourire rusé se dessinant sur son visage comme si elle avait découvert une faille secrète. Peut-être pensait-elle pouvoir manipuler la situation, contourner le verrou, ou réécrire la réalité à son avantage. Mais maman ne broncha pas. Son expression resta calme, mesurée, inflexible. Je ressentis une poussée de satisfaction silencieuse en ajoutant une nouvelle preuve. J'ai vérifié la caméra du couloir, dis-je, la voix calme. Vous ne saviez pas que j'en avais installé une l'année dernière. Détecteur de mouvement. Les seules personnes près du coffre pendant notre absence étaient vous et votre frère. Le sourire d'Émilie vacilla, une petite fissure de panique. Papa s'affaissa lentement dans sa chaise, comme s'il regrettait soudainement d'être venu à cette confrontation. Ses mains jouaient nerveusement avec la serviette devant lui. Je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux, le poids de la responsabilité pesant enfin. Maman se tourna vers moi, le regard vif. J'ai aussi parlé à Rick, dit-elle. Il m'a parlé du prêt. Il a dit que quelqu'un avait signé pour toi, mais ce n'était pas toi. Et tu connais ta propre signature. Elle glissa une feuille de papier sur la table polie, nette et imposant l'attention. Émilie et Ryan la regardèrent comme si elle était piégée d'explosifs. Mes yeux captèrent immédiatement l'écriture. C'est celle de Ryan, dis-je avant de réfléchir, les mots sortant naturellement. Émilie éclata, sa voix aiguë et incrédule. C'est ridicule. Tu vas vraiment nous faire tomber pour quelques centaines de dollars? Oui, dit maman, le ton ferme. Et oui, je le ferai absolument.
Ryan marmonna quelque chose, à peine audible, puis se leva comme pour s'enfuir, une tentative futile d'évasion. La voix de papa fondit la tension, nette et autoritaire pour la première fois de la soirée. Ryan, assieds-toi. Émilie ricana, murmurant entre ses dents, le venin de ses mots perçant l'air chargé. Tu as mis au monde un idiot. C'en fut trop. Maman n'hésita pas. Elle se leva brusquement, l'air autour d'elle se raidissant, et contourna la table avec une démarche déterminée. Sa main connecta alors avec la joue d'Émilie dans une gifle rapide et maîtrisée. Le bruit résonna dans le silence de la pièce. Personne ne parla. Personne ne bougea. Le temps sembla se figer. Ce n'était ni violent ni exagéré, mais cela portait l'autorité et la vérité indéniables. La main d'Émilie vola à son visage comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Maman se tenait au-dessus d'elle, implacable, les yeux perçants. Je ne vous ai pas élevé pour devenir cela. Je n'ai élevé aucune de vous pour mentir, voler et vous retourner contre votre propre sœur comme si elle était jetable. Les yeux d'Émilie commencèrent à briller de larmes contenues, le masque de supériorité vacillant. La pièce resta immobile, le poids des paroles de maman s'imprégnant dans l'air. Pendant des années, elle avait joué la victime, prétendant toujours être au-dessus de nous, agissant comme si la morale ne s'appliquait pas à elle. Mais maintenant, l'illusion était brisée. La façade avait craqué. Pour la première fois, les conséquences de son arrogance, de sa tromperie et de sa manipulation étaient indéniables. Tu ne le vois même pas, n'est-ce pas? La voix de maman était calme, presque tranchante, mais dessous bouillonnait une fureur qui rendait l'air entre nous presque électrique. Ce que je vois, c'est que toi et Ryan avez planifié un voyage, avez délibérément exclu votre sœur, menti à ce sujet, essayé de la manipuler pour qu'elle finance le tout, puis avez eu l'audace de la blâmer quand les choses ont mal tourné. Je vois que vous avez volé dans cette maison, et que vous avez tenté de détruire la seule personne ici qui n'a trahi personne. Le visage d'Émilie se tordit de rage. Sans un mot, elle se précipita vers la porte d'entrée. Le claquement résonna contre les murs, faisant trembler les cadres accrochés dans le couloir et gémir les planchers. La poussière s'éleva légèrement dans l'air, captant la lumière chaude du lustre, comme si la maison elle-même reculait. Ryan resta figé dans sa chaise, le teint pâle comme du papier. Maman se tourna vers lui, le regard vif et inébranlable. « Tu vas chez l'oncle Greg ce soir. Ne discute pas. » Il ouvrit la bouche comme pour protester, puis la referma rapidement, les épaules affaissées. Il acquiesça une fois et se leva, se mouvant comme un soldat réticent suivant les ordres. Après leur départ, la maison s'installa dans un silence si profond qu'il en semblait presque irréel. Maman s'affaissa dans la chaise en face de moi, ses yeux verrouillant les miens avec une intensité qui me fit retenir mon souffle. Pendant un instant fugace, j'eus presque envie de croire à leur remords. Je me détestais un peu de l'avoir laissé se produire. Je ne parlais pas. Les mots n'étaient pas nécessaires. Papa rompit enfin le silence, sa voix basse mais sincère. Tu avais raison de ne pas envoyer l'argent. La reconnaissance flottait dans l'air, un soulagement léger mêlé d'incrédulité. Le reste de la nuit passa sans interruption, le bourdonnement doux du réfrigérateur et le grincement occasionnel du plancher étant les seuls sons. Je commençai à monter les escaliers, chaque pas délibéré, quand le rugissement du moteur d'Émilie perça le silence. Sa voiture quitta l'allée en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte. Une pensée glaciale me saisit, elle n'avait pas terminé. La prochaine fois, elle ne viserait pas mon argent. Elle viendrait pour moi. La maison retrouva une paix étrange et fragile. Ryan était parti, chez l'oncle Greg. Émilie n'était pas revenue depuis la soirée de la gifle, et l'absence de sa voiture rendait l'allée soudainement vide. Personne ne demanda où elle était allée, personne ne voulait troubler le silence. Cela semblait temporaire, délicat, comme l'œil calme d'une tempête, mais je savais mieux que de croire que les tempêtes se terminent paisiblement. Son influence ne disparut pas complètement. Elle se manifesta subtilement, de petits moments inexplicables au travail, un collègue me lançant un regard interrogateur. « Et, tu ne reviens pas juste de Paris ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Je clignai des yeux, confus. « Non, je n'y suis pas allée. » Le collègue hésita, fronçant les sourcils.
Émilie a dit que tu avais eu une sorte de crise là-bas et que tu étais rentré plus tôt. Je ne répondis pas. Je ne bronchais même pas. Je me tournai simplement et m'éloignai, laissant ce faux récit flotter derrière moi comme la fumée d'un feu que je refusais d'alimenter. Même lorsque les heures passèrent et que le calme revint, je ne pouvais me défaire de la certitude qu'Émilie n'avait pas fini de semer le chaos. La tension, invisible mais palpable, ne faisait que prendre de l'ampleur. Et je savais, au fond de moi, que la prochaine confrontation ne concernerait pas l'argent, ce serait quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus insidieux. Mes mains tremblaient, de petits tremblements involontaires que je ne pouvais contrôler. C'était la même histoire qu'Émilie avait racontée à tante Leslie, seulement maintenant, elle avait évolué, avait pris des crocs, s'était parée de détails plus convaincants. Chaque nouvelle version semblait plus légitime, plus venimeuse. Plus tard dans l'après-midi, mon responsable me convoqua dans son bureau. Son expression oscillait entre une inquiétude polie et un léger malaise, ce genre de regard que l'on réserve aux situations que l'on préférerait éviter. Sur le bureau devant lui, un email imprimé. Je pouvais lire la première ligne à l'envers, en tant que parent concerné. Il fit glisser le papier vers moi, le ton prudent. Le message affirmait que je m'étais mal comporté envers un enfant lors d'une séance de lecture, que j'avais élevé la voix et paru émotionnellement instable. Il suggérait que je pourrais avoir besoin d'un congé pour me ressaisir. Pas de signature, pas de nom d'expéditeur, juste ce titre fade et lâche, parent concerné. L'accusation était absurde. Nous n'avions organisé aucun événement de lecture depuis juillet, et je n'étais même pas prévu pour travailler ce week-end-là. Mais la logique n'avait pas d'importance. Seule comptait la perception. Mon responsable s'affaissa dans sa chaise, choisissant ses mots avec soin. Il ne m'accusait pas, dit-il, mais l'entreprise prenait les plaintes des clients très au sérieux et il devait suivre la procédure. Je compris alors, clairement. Ce mail anonyme n'était pas une préoccupation, c'était une stratégie. Une attaque personnelle déguisée en professionnalisme. Et je sus, sans hésitation, qui en était l'instigatrice. Après la réunion, je sortis dans l'air nocturne, le pouls battant dans mes oreilles. J'atteignis ma voiture, verrouillai les portes et restai assis. Le tableau de bord clignotait faiblement, projetant des ombres sur mes mains. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus triste. J'avais franchi un seuil que je ne savais pas exister au-delà de la frustration, au-delà de la trahison. J'étais simplement terminé. Il y a une différence entre se briser et se durcir. Émilie ne pouvait pas m'atteindre directement, alors elle avait trouvé un autre moyen, démolir tout ce qui m'importait à distance. Mon travail, ma crédibilité, ma tranquillité d'esprit. Si elle ne pouvait pas me ruiner en personne, elle se contenterait de le faire par des murmures et des mensonges. Cette nuit-là, je conduisis chez tante Leslie sans envoyer un seul message. La route était presque vide, les réverbères clignotant comme s'ils gardaient leur propre secret. Quand je frappai, Leslie ouvrit la porte en peignoir, les cheveux attachés négligemment, l'expression calme mais consciente de tout. « Entre », dit-elle aussitôt, comme si elle m'attendait depuis toujours. La maison embaumait légèrement la lavande et les vieux livres. Je m'affaissai dans le fauteuil près de la cheminée et commençai à parler. Je lui racontai tout, le courriel fabriqué, les rumeurs étranges qui circulaient au travail, les regards curieux de mes collègues qui ne savaient plus quoi penser. Je lui dis combien j'avais l'impression que ma vie se faisait démonter morceau par quelqu'un qui n'était même pas présent physiquement, comment les murs semblaient se refermer un peu plus chaque jour. Leslie écouta sans m'interrompre. Lorsque je me tus enfin, elle prit une lente inspiration, planta ses yeux dans les miens et prononça une phrase qui me fit froid dans le dos. Ce n'est pas nouveau. Au début, je crus qu'elle parlait de manière philosophique, que la mauvaise conduite était une habitude de famille, ou que les gens ne changeaient pas. Mais elle se leva, alla vers la bibliothèque et en retira une petite boîte qui paraissait plus vieille que moi. Elle en sortit un dossier, épais de papier. Elle me le tendit. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de textos, de vieux courriels et même des transcriptions de messages vocaux. Je parcourus la première page, et me figeai. Tout concernait Émilie. 2 ans plus tôt, elle avait fait quelque chose d'étrangement similaire à notre cousine, volé son petit ami, puis répandu des rumeurs la présentant comme la victime. Elle avait raconté à tout le monde que notre cousine était obsédée, instable, dangereuse.
Sa campagne de diffamation avait été si implacable que la pauvre fille avait fini par changer d'école pour lui échapper. La voix de Leslie s'adoucit. Personne ne voulait croire qu'elle en était capable. C'était plus facile de qualifier ça de drame familial et de passer à autre chose. Je baissai les yeux sur les papiers, le cœur battant plus vite. Le schéma sautait aux yeux, des mensonges empilés les uns sur les autres, chaque histoire adaptée pour convenir à la victime suivante. Ce n'était pas impulsif. C'était délibéré. Calculé. Pour la première fois, je compris que le chaos d'Émilie ne venait ni de la jalousie ni de la colère. C'était une question de contrôle. Elle ne voulait pas seulement gagner, elle voulait réécrire la réalité elle-même, une rumeur soigneusement façonnée à la fois. Et si je ne l'arrêtais pas, elle continuerait. Leslie m'avoua qu'elle n'en avait jamais parlé auparavant parce qu'elle avait espéré, naïvement, à l'évidence, qu'Émilie avait mûri, qu'elle avait appris à assumer ses actes. Mais assise en face d'elle, feuilletant ses vieux documents et entendant la gravité tranquille dans sa voix, je compris que cet espoir avait été vain. Je quittai sa maison en portant le poids de chaque page, les bords du dossier se recourbant sous la brise du soir tandis que je regagnais ma voiture. Chaque feuillet me semblait un éclat de verre, tranchant à travers le brouillard de confusion dans lequel je vivais. J'imprimai le courriel de mon travail, récupérai des captures d'écran des faux comptes qu'Émilie avait utilisés au lycée pour harceler anonymement d'autres élèves, et retrouvai même d'anciens messages vocaux de cette époque, des preuves que la manipulation et le mensonge n'étaient pas de nouvelles armes pour elle, mais bien un mode de fonctionnement. Le lendemain, je remis toute la collection à maman. Elle ne réagit pas avec surprise, ne poussa ni soupir ni exclamation. Elle se contenta de feuilleter les documents lentement, délibérément, ses yeux parcourant chaque page avec une précision qui me serra l'estomac. Aucune émotion sur son visage, ni colère, ni choc, juste l'inévitable calme de quelqu'un qui savait déjà, au fond, que la vérité finirait par éclater. Enfin, elle leva les yeux vers moi. « Invite tout le monde à dîner demain soir », dit-elle simplement. Bien sûr, tout le monde incluait Émilie. Comme prévu, Émilie arriva en retard le lendemain, entrant comme un personnage sorti d'un drame Netflix trop scénarisé. Long manteau noir, lunettes de soleil à l'intérieur, le léger cliquetis de ses bottes de créateur sur le parquet annonçant sa présence avant même qu'elle atteigne la table. Ryan était arrivé plus tôt, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre, ses doigts tordant ses clés, essayant de paraître détendu mais échouant complètement. Je restai silencieuse, laissant la tension monter, attendant le signe de maman. Quand il arriva, subtil mais indubitable, je commençai à exposer méthodiquement tout ce que j'avais préparé. Chaque courriel imprimé, chaque publication anonyme sur les réseaux sociaux, chaque ancien message vocal et capture d'écran, tout était mis à nu pour que chacun puisse voir. Le témoignage de Leslie renforçait la chronologie et le schéma des manipulations passées d'Émilie. Notre cousine se joignit par haut-parleur, corroborant le harcèlement passé d'Émilie et les mensonges qu'elle avait répandus, ayant causé de réels dommages il y a des années. Il ne restait plus aucune place pour le déni. Aucune échappatoire aux faits. Émilie fixait la table, mâchoire crispée, doigts enroulés autour du bord de sa serviette jusqu'à ce qu'elle se plisse sous la pression. « C'est fou », finit-elle par dire, la voix serrée. La réponse de maman fut glaciale, inébranlable. Tout comme prétendre être la victime d'une histoire que tu as toi-même écrite. Puis Émilie éclata. Les mots jaillirent d'elle comme un torrent, accusation de manipulation, proclamations selon lesquelles je faisais toujours tout tourner autour de moi, plainte disant que maman l'avait soi-disant tournée contre la famille. Le volume et l'intensité montaient, jusqu'à ce qu'elle dépasse les limites. Elle se pencha en avant, les yeux rivés sur ceux de maman, la voix venimeuse, « J'aurais souhaité que tu aies mis au monde quelqu'un d'autre. » Pendant un instant, la pièce sembla figée. Personne ne bougea. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et toxiques. Cette fois, maman ne réagit pas physiquement, pas de gifle, pas de geste de frustration. Elle se leva, droite et stable, ses yeux plantés dans ceux d'Émilie avec un feu glacial qui ne laissait aucun doute sur qui contrôlait la situation. Puis, d'un geste unique et délibéré, elle pointa vers la porte. « Pars, dit-elle. » L'ordre n'était pas fort, mais il portait le poids de la finalité. Émilie hésita, cligna des yeux, sa façade soigneusement construite se fissurant sous la force de cette autorité absolue.
La pièce retenait son souffle tandis que la réalité s'imposait. Plus aucun jeu, plus aucun mensonge toléré, plus aucune ombre derrière laquelle se cacher. Pars. Émilie ne bougea pas tout de suite. Elle resta figée, cherchant sur nos visages un signe de sympathie, un geste de protection de quelqu'un, n'importe qui. Mais le silence autour d'elle était solide, presque tangible. Personne ne parla. Même Ryan, qui autrefois la suivait comme son ombre, gardait les yeux rivés au sol. Après une longue pause étouffante, elle se retourna, épaule droite mais légèrement tremblante, et sortit. Pas de cri cette fois, pas de porte qui claque, pas de pneus qui crissent. Juste le clic creux de la porte d'entrée et le moteur de sa voiture qui s'éloigne dans la rue. Cette nuit-là, mon téléphone vibra. Son nom s'illumina à l'écran comme un fantôme revenant hanter. Je ne pensais pas que tu riposterais. Je suppose que je me suis trompée. Je vais arranger ça. Quelques minutes plus tard, un autre message, je suis désolée. Je fixais les mots jusqu'à ce que la lumière de l'écran commence à flouter. Les excuses semblaient étranges, vides, comme une phrase répétée trop de fois avant d'être prononcée. Les gens comme Émilie ne disent pas désolé, par remords. Ils le disent pour reprendre le contrôle, parce que quelque chose s'était fissuré et qu'ils devaient colmater avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Je ne répondis pas. Mais je n'effaçai pas les messages non plus. Ils restèrent là, bulles bleues pâles flottant dans l'obscurité, deux fragiles confessions suspendues dans le temps. La maison était silencieuse après ça, mais pas paisible. C'était un silence qui bourdonnait légèrement, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Ryan n'était toujours pas revenu de chez l'oncle Greg. Aucun appel, aucun texto, rien que l'absence. Maman consultait souvent son téléphone, son expression indéchiffrable. D'après ce que Leslie avait mentionné, Ryan avait trouvé un emploi à temps partiel dans un entrepôt en dehors de la ville, gardant la tête baissée, évitant les questions. Peut-être qu'il se reconstruisait, ou peut-être qu'il se cachait simplement des retombées de ce que nous étions devenus. L'absence d'Émilie dura plus longtemps que prévu. Les jours passaient comme des pages lentes d'un livre qu'on a peur de finir. Aucun post énigmatique en ligne, aucune rumeur dans la famille, aucune entrée dramatique. Son silence semblait délibéré, comme si elle attendait le moment parfait pour agir à nouveau. Je m'attendais à la voir surgir d'une manière inattendue, un commentaire désinvolte d'un collègue, un texto d'un numéro inconnu, une lettre dans la boîte aux lettres sans expéditeur. Mais rien ne vint, jusqu'au vendredi. Maman m'appela pour descendre cet après-midi-là. Sa voix n'était ni tranchante ni émotive, elle était vide, mesurée. « Descends, dit-elle. Il est là. » Je ne demandais pas qui. Je savais déjà. Quand je pénétrai dans le salon, elle était là, debout près de la fenêtre, de dos, le soleil illuminant ses épaules. Émilie. Mais cette fois, elle était différente. Pas de maquillage, pas de masque poli ou de posture forcée. Juste sa peau nue, des yeux fatigués, les cheveux attachés en un chignon lâche. Elle portait un simple jean et un hoodie trop grand, manches remontées à mi-bras, comme si elle hésitait entre rester ou fuir. Pour la première fois depuis des années, je la vis vraiment, pas la version qu'elle fabriquait pour attirer l'attention, pas l'image miroir qu'elle imposait au monde. Juste Émilie, dépouillée de toute performance. Je m'arrêtai au bord du tapis, assez près pour voir le léger tremblement de ses mains. Elle leva lentement la tête et croisa mon regard. Moi? Commença-t-elle, puis hésita. Sa voix était douce, presque fragile, comme un son qui pourrait se briser si elle parlait trop fort. Je voulais ruiner ta vie. Elle inspira, tremblante. Et je n'ai même pas de vraie raison. Il n'y avait ni préparation, ni justification. Juste la vérité, brute et simple. Elle s'assit sur le canapé, mouvement prudent, comme si elle n'était plus sûre d'avoir le droit d'occuper cet espace. Sa posture était petite, vulnérable, comme si la maison elle-même pouvait la rejeter. La même maison qu'elle avait transformée en champ de bataille lui semblait maintenant étrangère, inconnue. Maman resta près de l'encadrement de la porte, observant en silence, son expression impossible à déchiffrer. L'air était lourd de quelque chose de plus intense que la colère, peut-être le chagrin, ou la douleur subtile de la reconnaissance quand les pièces tombent enfin en place. Émilie joignit ses mains, les fixa comme si elle cherchait des réponses inscrites dans ses paumes.
Je pensais que si je pouvais te rendre misérable, peut-être que je cesserais de me sentir. Elle exhala, petite. Personne n'interrompit. Le tic-tac de l'horloge sur la cheminée était le seul bruit, marquant les secondes de quelque chose de fragile, peut-être même rédempteur, en train de se dérouler. Je détestais à quel point tout semblait facile pour toi, dit-elle, la voix tremblante sur les bords, mais assez ferme pour donner l'impression qu'elle avait répété ces mots dans sa tête pendant des mois. Même quand ce n'était pas le cas. Je détestais à quel point les gens te faisaient confiance, comment ils supposaient que tu ferais ce qu'il fallait. Comment maman et papa t'ont toujours vue comme la fiable, la calme, celle qui ne craque pas, elle avala difficilement sa salive, la confession sortant d'elle comme des éclats de bois. Je voulais que les gens te voient craquer. Juste une fois. Juste assez pour me sentir moins seule à être brisée dans cette famille. Ses yeux tombèrent sur le sol, ses cils mouillés. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais pour te briser. Je voulais voir ce qui se passerait quand tu cesserais de tout tenir ensemble. Elle marqua une pause, son souffle suspendu au milieu de sa poitrine. Et j'ai presque réussi. Je ne bougeais pas. Je ne m'assis pas. Je ne pouvais pas. Il n'y avait rien à dire pour alléger l'air pesant. Elle plongea la main dans son sac, lente et délibérée, comme si elle en retirait quelque chose de dangereux. Lorsqu'elle la releva, elle tenait une épaisse enveloppe blanche, froissée, tachée, usée sur les bords. Elle la posa sur la table, ses doigts tremblant légèrement avant de se retirer, comme si le papier pouvait la brûler. « C'est l'argent, dit-elle doucement. Tout. Je l'ai pris. Pas Ryan. Pas toi. Moi. » Maman ne cligna pas des yeux. Ses bras restaient fermement croisés sur sa poitrine, mais ses jointures avaient blanchi. Émilie se tourna vers elle. J'ai dit à Ryan de me faire porter le blâme. Je lui ai fait dire que c'était Betty qui l'avait perdu, qui avait besoin d'aide. Je lui ai dit de raconter à tout le monde qu'elle avait eu une sorte de crise à Paris. Il ne voulait pas le faire, mais il l'a fait. Il m'écoute toujours, même quand il sait que c'est mal. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le léger bourdonnement du réfrigérateur dans le couloir. Émilie continua, les mots se déversant plus vite maintenant, comme si elle craignait de s'arrêter si elle hésitait. Il te doit ses propres excuses, je sais. Mais je ne suis pas là pour parler pour lui. Je suis là parce que je ne peux plus faire semblant de ne pas avoir tout ruiné que je touchais. Maman n'avait toujours pas dit un mot. Ses yeux étaient froids mais tristes, observant Émilie comme si elle essayait de décider si c'était un vrai remords ou une autre performance. J'ai travaillé, continua Émilie doucement. Dans un salon de thé en centre-ville. Des horaires tardifs, surtout la fermeture. J'y vais à pied, parfois en bus. Ce n'est pas grand-chose, juste le pourboire et le salaire minimum, mais c'est quelque chose. C'est comme ça que j'ai rendu l'argent. Je voulais réparer au moins une chose que j'avais cassée, même si ça ne change rien pour le reste. Elle se tourna enfin vers moi, les yeux rougis et bruts, sans la moindre trace de l'arrogance qu'elle affichait autrefois. Je sais que je ne mérite pas le pardon, dit-elle, la voix tremblante. Mais je le dis quand même. Je suis désolée. Pas parce que quelqu'un m'a dit de l'être, ni parce que j'ai été prise, mais parce que je ne veux plus être cette personne. Je ne veux plus faire de mal à ceux qui ont essayé de m'aimer. Pendant longtemps, personne ne dit rien. La poussière flottait dans la lumière entre nous, tournoyant lentement dans l'air comme de petits fantômes. Puis elle plongea la main dans la poche de son hoodie et en sortit une feuille de cahier pliée, ses bords effilochés, l'encre légèrement bavée. Elle la tenait délicatement, comme si c'était quelque chose de sacré ou de honteux, peut-être les deux. Sa main tremblait en la posant à côté de l'enveloppe. « Je l'ai écrit il y a quelques nuits », murmura-t-elle. « C'est tout ce que je n'ai jamais dit, et tout ce que j'aurais dû dire. » Les yeux de maman se posèrent sur le papier, puis revinrent sur le visage d'Émilie. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix prudente. « Une liste, » dit Émilie. « De tous les mensonges que j'ai racontés. Tous les noms que j'ai traînés dans la boue. Toutes les personnes que j'ai blessées parce que je ne pouvais pas me supporter moi-même. » Sa voix se brisa à nouveau, mais elle ne s'arrêta pas. « C'est long. Tu pourrais encore plus me haïr après l'avoir lu. Mais il faut que ça sorte de moi. Je ne peux plus le porter. » Je la regardai,
incertaine de la croire ou de me préparer à un autre tour. Mais quelque chose sur son visage, l'épuisement, la reddition silencieuse, semblait réel cette fois. Il n'y avait aucune manipulation, aucun calcul. Juste une fille debout au milieu des ruines qu'elle avait créées, essayant de trouver un moyen de respirer. Le papier avait été trop plié. Les coins étaient cornés, de légères taches de café maculaient les bords, comme s'il avait traversé des tempêtes de pensée et des nuits d'inquiétude. Plus tard ce soir-là, après que la maison se fut enfin tue, je le dépliai avec soin, presque avec révérence. L'encre était un peu estompée, l'écriture tremblante mais délibérée. Il n'y avait pas d'excuses mêlées au regret, pas de justification, pas d'embellissement. C'était une confession pure. Une par une, Émilie répertoria chaque fabrication qu'elle avait ourdie. Chaque mensonge était une ligne distincte, précise, indéniable. Elle listait les messages envoyés depuis de faux comptes, chaque rumeur murmurée à la famille élargie, chaque manipulation orchestrée. Même les petits détails, comme le nom utilisé pour envoyer un mail à mon responsable, étaient consignés. Il n'y avait aucune dissimulation, aucun effort pour minimiser la gravité. Tout en bas, elle avait écrit, en lettres légèrement inclinées, « Dites-leur que je ne vous arrêterai pas. » Puis, comme si le poids de tout ce qu'elle avait révélé devenait trop lourd à porter, elle se leva. Son hoodie tombait sur ses épaules, les manches pendant au-delà des poignets. Je ne m'attendais pas à ses prochains mots. « Je vais rester un moment chez Claire, » dit-elle doucement, presque comme si elle lisait un texte que seule elle pouvait voir. « Je ne sais pas quand je reviendrai, mais quand je reviendrai, je veux que tu saches que je serai quelqu'un que tu voudras vraiment avoir près de toi. » Elle ne leva pas la voix. Elle ne fit pas de crise, ne claqua rien. Elle se dirigea vers la porte et partit, le clic de la serrure résonnant dans le couloir vide comme la ponctuation finale d'une phrase qu'elle avait passé toute sa vie à éviter. Après la fermeture de la porte d'entrée, le silence dans la maison était épais, presque tangible. Je m'affalai dans le fauteuil en face de maman, les mains toujours crispées sur l'enveloppe. Elle était assise là depuis le début, regardant, attendant, son visage marqué par l'épuisement et le soulagement. De fines larmes roulaient sur ses joues, captant la lumière de la lampe comme de petits fils de verre. Je ne parlais pas. Je la laissais pleurer. Laissant l'air se remplir du son de ses sanglots, du doux cliquetis de la vaisselle sur la table, du tic-tac discret de l'horloge marquant chaque seconde chargée du poids de tout. Enfin, elle tendit la main à travers la table. Sa main était chaude, hésitante, tremblante. « Je croyais le pire de toi, » dit-elle, la voix brisée, parce que c'était plus facile que d'admettre ce que j'avais élevé. Je ne dis rien. J'étais aveugle. J'avais choisi les enfants faciles plutôt que celles qui disaient la vérité. Sa poigne se raffermit juste assez pour m'ancrer, pour me montrer qu'elle était réelle. « Je suis tellement désolée, Betty, » murmura-t-elle. Et pour la première fois, je la crus. Pas parce que c'était pratique, pas parce que je voulais effacer des semaines de chaos ou des années de ressentiment, mais parce qu'elle l'avait enfin dit. Elle avait enfin admis la vérité, qu'elle avait vu certains enfants comme parfaits, d'autres comme problématiques, et qu'elle avait échoué à remarquer celle qui disait toujours la vérité. Ça ne réparait pas tout. Les cicatrices, la trahison, les mois de manipulation, les mensonges murmurés qui m'avaient suivi partout, tout cela ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Mais la reconnaissance, l'aveu, était la première fissure dans le mur qui nous avait toutes séparées. Je repliai l'enveloppe avec soin, la remis à sa place, et ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, la fragile lueur d'une possibilité. Pas la paix, pas la résolution, pas le pardon pleinement mérité, mais un commencement. Je portais toujours le poids de ce qu'ils avaient fait, les échos de la trahison logeaient profondément en moi comme de petites blessures non cicatrisées. Mais cette nuit-là était différente, un silence qui ne semblait pas vide. Pour la première fois depuis longtemps, le silence entre nous n'était pas fait de tension ou de honte. Il était doux, presque tendre. Les lumières de la cuisine luisaient chaleureusement dans le soir qui s'éteignait, et l'odeur des herbes rôties flottait dans l'air comme pour nous rappeler que la vie pouvait encore être simple. Maman et moi étions assises face à face, les assiettes entre nous, la vapeur s'élevant en volute. Pas de voix élevées, pas de regard gêné vers la porte, pas de prétention que tout allait bien. Nous ne parlions pas de Paris, d'argent, ni des années qui séparaient ce que nous étions de ce que nous étions devenus. Nous existions simplement,
côte à côte, partageant le repas comme des gens essayant de se souvenir comment aimer à nouveau. Le cliquetis des couverts contre la céramique était étrangement réconfortant, presque comme un battement de cœur retrouvant son rythme après des années d'irrégularité. Elle me demanda si je voulais plus de pommes de terre, et je répondis oui, pas parce que j'avais faim, mais parce que cela signifiait qu'elle faisait un effort. Nous parlâmes de la météo, des nouveaux voisins, du chien qu'elle avait tué étant petite. Des choses petites et ordinaires qui autrefois auraient semblé insignifiantes, mais qui maintenant paraissaient sacrées. Chaque mot portait l'espoir fragile que peut-être nous n'étions pas irrémédiablement perdus. Quand je la regardais, je voyais la fatigue, le regret, et autre chose, l'effort. Une détermination silencieuse à rester, à affronter ce qu'elle avait ignoré. Et quand elle souriait, ce n'était pas un sourire poli ou répété. Il tremblait légèrement, comme une porte qui s'ouvre pour la première fois depuis des années. Je ne lui dis pas combien cela signifiait pour moi. Je n'avais pas besoin. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de mendier une place à ma propre table, de devoir prouver que j'avais ma place. Plus tard, après que nous ayons rangé, nous nous sommes assises avec des tasses de thé tiède. L'horloge tic-taquait doucement, marquant le moment sans rien exiger de nous. J'ai compris que le pardon ne vient pas toujours avec des gestes grandioses ou des excuses criées à travers les larmes. Parfois, il arrive dans les moments calmes, quand quelqu'un écoute enfin, quand une main ne se retire pas. Cette nuit-là, je ne mangeais pas seule. Je ne pleurais pas dans mon oreiller ni n'enterrais mes pensées dans le travail. Je me contentais de m'asseoir avec elle, respirant le même air, existant dans une paix qui ne semblait pas empruntée. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, je n'étais pas invisible. Je n'étais pas la fille oubliée ou l'ombre de l'idée que d'autres se faisaient de la perfection. J'étais simplement moi, et enfin, elle me voyait, clairement, sans filtre, sans attente. Et pour ce petit moment fragile, cela suffisait.